L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Merci, Madame la Présidente. Alors, mon Dieu, mes collègues sont de bonne humeur et sont motivés aujourd'hui. Je les salue également. Alors, merci, Madame la Présidente. Ça me fait très plaisir d'intervenir aujourd'hui au nom du Bloc québécois, donc sur le projet de loi C-14 qui porte exécution de certaines dispositions de l'énoncé économique du 30 novembre 2020 et d'autres mesures. C'est quand même un peu particulier qu'on en soit quoi? On est le 13 avril aujourd'hui et qu'on parle encore de l'énoncé économique puis qu'on a un budget qui arrive lundi. Mais bon, regardez, ça fait partie des délais inhérents à ce type de processus parlementaire. Il faut vivre avec. Comme on l'a déjà dit, regardez, c'est pas un secret à ce stade-ci, surtout pas depuis le temps qu'on en parle. Le Bloc est en faveur du projet de loi, mais on ne déborde pas d'enthousiasme non plus, c'est-à-dire que ça ne réinvente pas la roue, comme on dit au Québec. Mais notre position est claire, on va quand même soutenir toute initiative qui est orientée en faveur du soutien aux Québécoises et Québécois. Il y a plusieurs choses qu'on trouve intéressantes là-dedans. Plusieurs choses qu'on accueille d'un bon œil. Par contre, attention, prudence avec certains éléments. Par exemple, on est pour l'élimination des intérêts sur les prêts d'études pour les étudiants et les apprentis pour l'année 2021-2022. Les étudiants méritent de l'aide, bien sûr. Ça va toucher à peu près 1,4 million d'emprunteurs à l'extérieur du Québec. Mais par contre, n'oublions pas que le Québec a son propre programme de prêts et bourses. Donc, il faut à tout prix s'assurer qu'il y ait compensation pour les jeunes du Québec au prorata du nombre d'étudiants post-secondaires. En tant qu'ex-longuement étudiant, ayant terminé mes études universitaires à l'âge de 30 ans, quand j'ai terminé mon doctorat en 2018, je connais cette réalité-là. C'est important de compenser les étudiants, de les aider. J'ai récemment fait une entrevue avec l'association étudiante du Cégep de Saint-Hyacinthe dans ma circonscription. Je leur ai parlé de ça, ils comprenaient tout à fait l'enjeu et probablement qu'à bien des égards, ils le comprennent mieux que nous tous parce qu'ils le vivent au quotidien. Alors, maintenant, je veux cependant quand même parler de la question des industries oubliées dans cet énoncé économique. Bien sûr, puis j'en ai parlé tout à l'heure à la période de questions, j'ai également signé aujourd'hui même une lettre ouverte là-dessus dans le Journal de Montréal, la fameuse question de l'aérospatiale, qui n'existe pas dans cet énoncé économique, pas plus que c'était une question existante dans le discours du trône. Espérons du fond du cœur que ça existe dans le budget qui sera présenté lundi. C'est le temps d'agir. Parce que jadis, le regretté Jean Lapierre, qui a siégé en cette chambre, c'était pas tout à fait cette chambre, c'était la chambre permanente, mais vous comprenez le message néanmoins, le regretté Jean Lapierre avait déclaré que l'aérospatiale, c'était au Québec, ce que l'automobile était pour l'Ontario. Puis il avait raison. Il avait raison parce que l'aérospatiale, c'est une industrie stratégique. C'est ça le mot qu'il faut employer, industrie stratégique. Bien qu'on en néglige souvent l'importance, le Québec, c'est le 3e pôle aéronautique de la planète après Seattle, avec Boeing, après Toulouse, avec Airbus. Il n'y a que 3 endroits au monde, 3 endroits où on trouve l'ensemble des composantes pour construire un avion de A à Z. Donc, l'ensemble des pièces, l'ensemble des composantes de A à Z. Et parmi ces 3-là, savez-vous quoi? Il y a le Grand Montréal, il y a le Québec. C'est une fierté pour nous. Au Québec, l'aérospatiale, c'est 220 entreprises, dont sur ces 220 entreprises, 200 PME. Excusez-moi. Ça veut dire aussi plus de 40 000 emplois directs, 100 000 emplois indirects, puis ça représente le principal secteur d'exportation du Québec. Donc, quand je vous dis stratégique, c'est stratégique. Avec des ventes annuelles de plus de 15 milliards de dollars, le secteur représente à lui seul environ la moitié de l'activité de l'industrie aérospatiale canadienne. Notre industrie fabrique, par exemple, le meilleur avion au monde, le moins polluant, qui renouvelle son air en vol, et en est à penser même un avion carboneutre. On est en train de penser ça. Nos chercheurs sont en train de penser à un avion carboneutre. En vue des enjeux environnementaux qui nous guettent depuis longtemps, mais qui maintenant, de plus en plus, nous occupent dans le débat public, est-ce qu'on ne devrait pas se tourner vers ça au 21e siècle? C'est un véritable joyau de recherche et développement. Seule l'inconscience pourrait délaisser
ce secteur-là. Puis je pourrais vous dévoiler sans fin là, des chiffres comme ça, des statistiques qui montrent à quel point le secteur de l'aérospatial participe à alimenter la renommée du Québec et par extension notre fierté. Mais à cette fierté succèdent de lourdes inquiétudes qui ne sont pas que le seul fruit de la crise sanitaire. En effet, l'absence de vision et le manque de volonté politique d'Ottawa ont miné l'aérospatial depuis plusieurs années et la pandémie n'est venue qu'exacerber cette situation précaire, comme dans bien d'autres problèmes, comme les transferts en santé. Il y aurait eu un besoin pareil de transferts en santé. Il y a un vieillissement de la population, les coûts explosent, les provinces ont à faire des embauches, l'argent reste à Ottawa. Bien, dans l'aérospatial, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que la pandémie, ça accentue de beaucoup l'intensité des soubresauts, mais ça ne vient pas créer de toutes pièces, sans mauvais jeu de mots avec l'aérospatial, la problématique. Conjoncturellement, il n'aura échappé à personne qu'avec la pandémie de la COVID-19, les avions sont cloués au sol. Les activités d'entretien, et donc, sont limitées, les commandes d'avions neufs grandement fragilisées, voire inexistantes. Cela a d'évidentes répercussions sur les techniciennes et techniciens que la précarité pousse vers l'industrie de la construction pour boucler les fins de mois, au risque de perdre de l'expertise et de la capacité à rebondir pour l'ère post-COVID. L'échelon fédéral nous projette sans cesse vers le monde de l'après-COVID. Mais il serait grand temps que les actes suivent les mots. Car cette inaction fédérale pourrait détruire en quelques mois ce qu'il nous a fallu plusieurs générations à bâtir. Le secteur souffre et est inquiet. Inquiet d'observer l'attentisme dont fait preuve Ottawa. Inquiet qu'Ottawa, par son inaction, condamne 20 000 de nos concitoyens et concitoyennes à être arrachés à leur emploi dans les 18 mois à venir. Inquiet d'oser imaginer que peut-être c'est ce qu'ils désirent secrètement. Mes chers collègues, le silence est éloquent. Sa permanence condamne tout un secteur, un savoir-faire, une expertise locale. Chaque jour, le talon d'Achille de notre secteur aérospatial se fait grandissant et la blessure plus vive. Il devient proie de plus en plus accessible et dénudé pour les investisseurs étrangers. Qu'attendons-nous pour agir? Une aide financière ciblée aux secteurs les plus en difficulté s'impose donc. Parce que oui, on était pauvres, puis on en a même suggéré plusieurs, puis on a collaboré à les améliorer. On a poussé plusieurs suggestions pour améliorer et appuyer les programmes d'aide de façon globale. Mais il faut quand même qu'il y ait une aide spécifique aux secteurs les plus en difficulté. L'aérospatial en fait partie. Il faut impérativement que le prochain budget fédéral débloque les sommes nécessaires. Le Bloc québécois s'est attelé à la tâche depuis longtemps, mais pour cela, faudrait-il déjà que la majorité sache précisément sur quoi nous les interpellons. Tandis que le discours du trône évacuait totalement l'existence même de cette industrie névralgique, moi, je me souviens avoir personnellement questionné à plusieurs reprises le premier ministre, la vice-première ministre, le ministre des Transports, le ministre de l'Industrie, sur ces questions-là. Puis, tous en chœur, répétant la logorée de la majorité gouvernante, on m'a répondu qu'Ottawa travaillait très fort pour le secteur aérien. Encore tout à l'heure, à la période de questions, j'ai eu droit à une telle réponse. J'ai posé une question au gouvernement sur l'aide à l'aérospatiale et je me suis fait répondre, hier, on a annoncé qu'on aidait Air Canada. On part de loin quand même. On peut difficilement espérer une politique en aérospatiale. On peut difficilement espérer une compréhension de ce qu'est une politique en aérospatiale si on ne comprend même pas ce qu'est l'aérospatiale. Vous en conviendrez. On part quand même de très loin. Le transport aérien, c'est pas compliqué, c'est les transporteurs. C'est de faire des voyages commerciaux, diplomatiques ou à titre récréatif. Bref, ce sont les avions. Les avions, mais quand on achète notre billet. L'industrie aérospatiale, c'est des PME d'entretien des pièces, de construction des pièces, de recyclage des pièces, en plus d'être une grappe en recherche et développement absolument remarquable. Donc, peut-on enfin comprendre que ce n'est pas la même chose? Il y a un lien, bien entendu, à cause du carnet de commandes, mais ce n'est pas la même chose. Les deux choses ne sont pas synonymes. Qu'on cesse de prétendre que c'est le cas. Cette dissonance-là, ce fossé entre la réalité d'une part et la perception qu'en ont les libéraux d'autre part, c'est un témoignage éclatant de la totale incompréhension de ce dont nous parlons. Le soutien financier va de soi, et le Bloc québécois
dont je suis à cette tribune le porte-parole en matière d'aérospatiale, le réclame. Quand l'Ontario en a besoin pour l'automobile, il l'obtient. Quand l'Ouest en a besoin pour le pétrole, il l'obtient. On demande donc au gouvernement fédéral que son plan de relance ne néglige pas ce secteur brillant qui souffre. Plus que cela, et en cohérence avec le discours que nous tenons depuis des années, aux côtés de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale et du syndicat Unifor, nous souhaitons profiter de la conjoncture sanitaire pour nous doter d'une véritable politique de l'aérospatiale. Il en va de notre souveraineté et de notre capacité à préserver un diamant qui est couvé de longue date. La politique aérospatiale à laquelle je fais référence doit tout d'abord être le fruit d'une table de concertation permanente, incluant Ottawa, le Québec, l'industrie et les syndicats. À l'instar de ce qu'Ottawa fait, on n'a même pas besoin de dire qu'on réinvente la roue, là. C'est à l'instar de ce qu'Ottawa fait pour l'industrie automobile. C'est pas si compliqué que ça. Puis les chantiers, une fois que c'est dit, les chantiers envisagés sont très, très nombreux. Je me souviens une fois, à l'automne dernier, j'avais fait une allocution sur l'aérospatiale ici. Puis il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Un virage vert, il faudrait qu'il y ait un recyclage, une politique de recyclage des pièces. Le Québec a une expertise là-dedans. On peut le faire. Il faudrait qu'il y ait des conditions de verdissement à une aide financière. On prône l'aide financière, nous, mais pas à n'importe quelle condition, là. Faut qu'il y ait des conditions à l'industrie qu'on va soutenir. Bien, le verdissement en fait partie. Puis croyez-moi qu'avec le fait qu'on a inventé au Québec l'une des avions les plus écologiques au monde, ça va être payant pour nous, le virage vert. Il faut aussi aller du côté d'une politique d'entretien, de l'octroi de liquidités, de prêts pour les acheteurs, de politique d'achat militaire, de soutien à la recherche et développement qui est extrêmement importante dans le domaine. Puis je vais vous dire à quel point c'est important, puis pas seulement au Québec. On a inventé, en quelque part, là, je me souviens plus, je crois que c'est en Europe, on a inventé une valve cardiaque basée sur des pièces du secteur aérospatial. C'est vous dire comment on est avancé en recherche et développement de par le monde dans ce domaine. Puis il y a évidemment une politique de formation de la main-d'œuvre. C'est toutes sortes d'éléments qui devraient constituer un programme cohérent qui reconnaît l'aérospatial comme un écosystème. Le Québec a déjà une politique en aérospatial depuis une vingtaine d'années. Toutefois, évidemment, notre marge de manœuvre est limitée. Il y a des choses qu'une province ne peut pas faire. Parmi tous les pays qui ont une industrie aérospatiale d'envergure, le Canada, c'est le seul à ne pas avoir de politique pour en encadrer et en soutenir le développement. Il faut que ça cesse. Il faut une politique dans le domaine. Il faut donc remédier à ce lent suicide prémédité. Si Ottawa n'agit pas, peut-être, je dis bien peut-être, question rhétorique parce que je suis déjà convaincu de la réponse, mais peut-être devrions-nous songer à laisser la liberté au Québec d'être l'artisan souverain de cette réaction tant attendue. Vous comprendrez que c'est un peut-être assuré. Pour illustrer mon propos, je voudrais m'appuyer sur l'exemple symbolique de Bombardier. Parce que souvent, on pense, à tort, là, que l'aérospatiale, c'est Bombardier. Parce que c'en est bien sûr le navire amiral, mais ce n'est pas la seule entreprise qui œuvre là-dedans. Bien entendu, il y en a 220 entreprises qui œuvrent là-dedans. Parce que je suis complètement conscient là, que la construction et l'entretien puis tout ça, ce n'est pas que Bombardier. Mais néanmoins, mentionnons l'exemple. En février dernier, j'ai exprimé, moi, ma sincère solidarité aux 1600 travailleurs mis à pied par Bombardier, tout en dénonçant une nouvelle fois la cécité dont Ottawa fait preuve pour soutenir le secteur durement touché par la pandémie. Parmi les postes éliminés, 700 à Montréal, pour plusieurs liés au jet d'affaires Global, dont la finition intérieure est réalisée en région montréalaise. Cette regrettable perte s'ajoute à la suppression de 2500 emplois, en majeure partie au Québec, effectués par l'entreprise à l'été 2020. Puis il est de mon devoir de parlementaire de m'offusquer de la mauvaise direction qu'Ottawa fait emprunter aux provinces et surtout au Québec en matière d'aérospatiale. C'est parfaitement symbolisé par la vente de la division transport de Bombardier, par le retrait de ce dernier du A220 ou encore par la vente amère par une entreprise délaissée de la C-Series à Airbus. On a besoin d'aider notre secteur. Oui, mais à certaines conditions. Au vu de son poids, il faut exiger certaines garanties à Ottawa pour préserver l'indépendance de l'aérospatiale en plus des aides.
Cet argent devra impérativement bénéficier aux travailleurs et travailleuses et à l'innovation. Bien sûr, pas aux hauts dirigeants. Et les activités doivent rester chez nous. Ça se peut, ça se fait quand on a une entente avec des entreprises, avec un secteur, de dire si on vous débloque de l'aide, il ne faut pas que ça aille en hausse de la rémunération des hauts dirigeants. Il faut que vous nous garantissiez que le siège social reste ici. Ça se fait. Et si nous étions dans un Parlement et dans un pays et dans un gouvernement qui comprend moindrement ce qu'est le nationalisme économique, on n'aurait pas à l'expliquer aujourd'hui. Je voudrais vous parler également d'un autre secteur. Le secteur de la culture. Le secteur de la culture, je regrette que ça soit aussi complètement laissé de côté par cet énoncé économique. Ottawa doit soutenir les efforts du Québec pour relancer les arts de la scène de manière prévisible et sécuritaire pour les différents acteurs de l'industrie créative. À une époque, parce que pour nous, la culture, c'est très, très important au Québec. À une époque où près d'un artisan de la scène sur deux songe à quitter son métier pour de bon, la perspective de pouvoir recommencer prudemment à travailler arrive à point. On ne peut pas se résigner à ce que les maîtres et maîtresses des plus belles formes d'expression de la voix de la nation québécoise se taisent à jamais. On ne peut pas. On ne peut pas accepter ça. Ottawa doit participer à cette relance en soutenant les lieux de diffusion, en y facilitant l'accès sécuritaire pour le public et en tenant compte de la réalité distincte des créateurs et créatrices du Québec. Par conséquent, il y a urgence d'agir afin qu'il puisse exister un après-pandémie pour les arts de la science, pour les arts de la scène, pardon. Il faut que ce secteur-là y survive. Ottawa ne peut pas rester immobile devant l'exode potentiel vers d'autres horizons professionnels de nos artistes et artisans, éprouvés par plus d'un an d'activité, d'incertitude face à l'avenir, d'ennuis financiers. Alors que le Québec autorise la rouverture des salles de spectacle, même en zone rouge depuis le 26 mars, le Bloc québécois a fait 6 propositions d'urgence au gouvernement Trudeau. Avant de savoir si j'ai le temps de les énoncer, Madame la Présidente, j'en conclus que non. Vous avez utilisé le nom du premier ministre, alors je vais vous rappeler de ne pas utiliser le nom du premier ministre. Vous avez 2 minutes et 50 pour continuer. Je n'aurai probablement pas le temps de les détailler, mais ça me fera plaisir si de mes collègues de tous les côtés de cette Chambre sont intéressés en toute bonne foi à les connaître, les propositions du Bloc québécois. Je vais vous les nommer rapidement. Alors, il faut qu'il y ait un fonds de relance flexible et exceptionnel pour les salles de spectacle, théâtres, festivals, musées, pour les aider à s'adapter à la pandémie et couvrir leurs différents besoins. Deuxièmement, il faut un programme temporaire d'appui à la création pour soutenir les initiatives permettant aux artistes de relancer la conception, les répétitions, les prestations artistiques, malgré le contexte actuel, dont la distanciation sociale. Troisièmement, il faut maintenir les subventions aux festivals et événements et compenser la perte de revenus autonomes, donc les revenus de billetterie, les commandites. Quatrièmement, on doit offrir un crédit d'impôt remboursable aux consommateurs de spectacles représentant 20 des billets et frais d'entrée. Cinquièmement, on propose au gouvernement dans mes notes, j'avais le nom du premier ministre, mais je vous ai bien entendu, Madame la Présidente, au gouvernement de Monsieur le premier ministre de se joindre à celui du Québec dans le but de compenser financièrement les pertes à la billetterie imputables au respect des mesures de distanciation sociale. Et sixièmement, on doit reconduire les programmes d'aide fédérale pour les artistes qui doivent s'adapter à de nouveaux moyens de diffusion durant la pandémie et rendre les critères plus accessibles. Je remercie cette Chambre pour son attention et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Il faut maintenant que les bottines suivent les babines et que cet énoncé économique qu'on discute plusieurs mois après se transforme en réelles actions dans le budget lundi prochain. Je vous remercie. Bravo! Questions et commentaires. L'honorable secrétaire parlementaire du gouvernement, du leader du gouvernement à la Chambre des communes. Yes, thank you. Merci, Madame la Présidente. Bon, je veux m'assurer que nous ne trompions pas la Chambre ou ne l'induisions pas en erreur. Mon collègue parle de l'industrie aérospatiale, je rappelle que notre gouvernement était là pour appuyer ce secteur. À Winnipeg, nous avons également un secteur aérospatial très fort, très dynamique. Nous connaissons bien sûr l'importance de ce secteur pour le Québec. Bon, personnellement, j'entends les députés libéraux de la région de Montréal et de la province du Québec en parler continuellement. Donc, ma question
à mon collègue est la suivante. Même si Unifor a parlé de l'importance de la subvention salariale. Donc, mon collègue reconnaît-il que ce programme a appuyé le secteur aérospatial et ce n'est qu'un programme. Il y a des millions de dollars qui ont été fournis par notre gouvernement. Donc, est-ce que mon collègue le reconnaît? Le député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Bien, son collègue reconnaît certainement que la subvention salariale que nous avons appuyée et que nous avions même suggérée en grande partie a aidé les secteurs, bien entendu. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il faut une aide spécifique à l'ensemble des industries. Maintenant, je joins également, puis regardez, j'ajoute également à cette question que, bien entendu, il faut des programmes généraux, mais il faut aussi de l'aide spécifique quand une industrie en arrache plus que d'autres. Et ce que je vois dans le cas de l'aérospatiale, c'est qu'on en est même à référer les travailleurs à l'industrie de la construction pour être sûr qu'ils puissent arrondir leur fin de mois. Donc, c'est quand même une situation sérieuse que la subvention salariale, malgré tous ses mérites, n'a pas su pallier, n'a pas su combler. Maintenant, je joins tout à fait ma crainte à celle qu'a exprimée mon collègue sur le fait que cette Chambre puisse être mal informée. Je ne voudrais pas que cette Chambre pense qu'ils ont véritablement aidé l'industrie aérospatiale. Questions and comments? The honourable member. Questions et commentaires, l'honorable député de Battle River Crowfoot. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie de me donner l'occasion de poser une question, mais je veux rappeler à mon collègue de faire attention de la façon dont il parle du secteur énergétique de l'Alberta et des avantages pour le Québec et le reste du Canada conférés par ce secteur, donc y compris les bienfaits pour le secteur aérospatial. Donc, je mets en garde mon collègue. Ma question, par contre, porte sur l'augmentation au plafond d'emprunt contenu dans ce projet de loi. C'est près de 180 milliards de dollars ou 180 billions de dollars qui sont non détaillés en termes de dépenses et j'encourage le député de Winnipeg à mettre son micro en sourdine. Donc, j'aimerais savoir ce que mon collègue en pense, si lui aussi s'inquiète de la grande différence entre les dépenses prévues et l'augmentation au plafond d'emprunt. Saint-Hyacinthe-Bagotte. Bien sûr que je partage toujours les inquiétudes de l'ensemble des partis d'opposition et en tant que Québécois, je regarde la propension à dépenser du gouvernement et la manière pas toujours responsable dont il utilise ses fonds. Puis quand je dis, c'est comme mon peut-être de tantôt, il est un peu rhétorique, mon parfois ici. Mais écoutez, je partage bien entendu ces craintes-là, puis c'est ça pourquoi il faut toujours qu'il y ait de la surveillance. On sait que le gouvernement libéral n'aime pas les comités qui surveillent ses actions. C'est pourquoi j'ose espérer que nous, en tant que parti d'opposition, nous saurons collaborer pour surveiller de la manière la plus serrée possible les actions et les dépenses de ce gouvernement. Questions and comments? The honourable member. Questions et commentaires, l'honorable député de North Island, Powell River. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le député pour son discours. Ma question, Madame la Présidente, est la suivante. Plusieurs sondages nous indiquent que les 3/4 des Canadiens, peu importe leur affiliation, appuient l'idée d'imposer les ultra-riches. Donc, est-ce que mon collègue appuie cette proposition et a-t-il des commentaires quant à la stimulation de l'économie que cela pourrait faire? L'honorable député. Regardez, par sympathie, par principe, tout à fait. Tant évidemment, parce qu'il y a eu souvent des motions du NPD, mais qui incluaient d'autres aspects, qui incluaient la taxation des ultra-riches, bien sûr, mais qui incluaient d'autres aspects qui envahissaient, qui portaient atteinte aux juridictions provinciales, et c'est la raison pour laquelle on a voté contre. Mais pour le reste, bien sûr que les milliardaires et autres doivent payer davantage leur part, et c'est pourquoi, d'ailleurs, le Bloc a fait un travail très, très serré sur la question des paradis fiscaux, notamment par rapport à la subvention salariale et au programme d'aide, parce que ça n'a aucun bon sens qu'il y ait des entreprises ultra-riches, justement, qui ne payent pas leur part d'impôt, puissent ensuite bénéficier de l'argent des payeurs de taxes. Donc, par sympathie, bien sûr, mais tant et aussi longtemps que les juridictions du Québec seront respectées. Questions et commentaires? L'honorable député de Avignon-Amétis-Matane-Matapédia.
Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue pour son discours. Il a parlé de l'entente qui a eu lieu entre Air Canada et le fédéral à près de 6 milliards de dollars. Et il y avait certaines conditions à cette entente-là, justement, de rembourser les clients pour les billets d'avion, ce qui est une très bonne chose. On le demandait au nom des contribuables depuis de nombreux mois. Mais il y avait une autre condition aussi, rétablir les dessertes aériennes régionales. Je parle de Montjoly, Wabush, Bécomo, Gaspé, les îles de la Madeleine. Et ce qu'on entend en ce moment, c'est que ce ne sera pas rétabli. Et on avait pourtant entendu le fédéral dire on va contribuer à une solution québécoise et pas encore remettre l'argent dans des grandes compagnies comme Air Canada. Alors, j'aimerais savoir ce que mon collègue pense de cette décision du fédéral. Merci. Le député de Saint-Hyacinthe-Paga. Alors, merci à ma collègue pour sa question, bien entendu. Ce que j'en pense, bien, que c'est bien évidemment insuffisant à tout égard. Regardez, le remboursement des billets, c'est bien, mais il faut quand même noter que dès l'an prochain, les billets risquent d'être extrêmement plus chers. Mais cette chose étant dite, la desserte régionale est très importante. Malheureusement, c'est une entente avec un seul transporteur, ce qui ne règle pas totalement la situation. Et ensuite, on entend que ça serait sans doute également bon pour l'aérospatiale parce qu'on a mis des commandes de A220. C'est bien, là, c'est très, très bien qu'il y ait des commandes d'A220. Mais malheureusement, on en avait prévu au départ 45, puis il y en a seulement 33 qui ont été mis dans les conditions. Questions et commentaires. L'honorable député de Beauport, Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix. Merci, Madame la Présidente. Je veux saluer mon collègue et son très intéressant exposé sur les nécessités du Québec en particulier. Et j'aimerais l'entendre davantage sur justement le côté culturel. Il a évoqué bien sûr l'urgence d'agir en matière de culture et de tourisme et que le gouvernement devait maintenant se spécialiser, donc se tourner vers les activités économiques qui sont les plus touchées, donc les plus sévèrement touchées. On voit qu'il y a une reprise qui arrive maintenant. J'aimerais qu'il précise davantage son idée sur les domaines qu'il faut absolument agir de toute urgence. Le député de Saint-Hyacinthe-Paga. Je remercie ma collègue qui est elle-même une championne de la culture, qui sans doute pourrait répondre beaucoup mieux que moi-même si on inversait les rôles à cette question. Elle en est une réelle experte. Elle en est elle-même une actrice en tant que chanteuse et elle représente d'ailleurs une circonscription qui a vu mourir malheureusement un des plus grands chanteurs de l'histoire du Québec, sinon le plus grand, qui est Félix Leclerc. Mais ce sur quoi je souhaiterais les répondre, bien entendu, il y a beaucoup de coups de pouce qui doivent être menés. Puis les 6 propositions que j'avais amenées vont dans ce sens-là parce que la situation est telle que, bien entendu, la culture, ça se véhicule très, très souvent par rassemblement. Puis non, la culture, ce n'est pas de rester derrière notre Netflix, bien entendu. Il fallait pendant un certain temps trouver une façon d'avoir des divertissements, mais à terme, on a tous très hâte parce que ça vient avec la vie en société de pouvoir regagner des rassemblements, être tous ensemble. Bien, c'est pourquoi, dans la mesure où on ne peut pas être aussi nombreux qu'avant, où il faut respecter de la distanciation, où il y a des pertes de commandites, où il y a des pertes de vente de billets, il faut des propositions ciblées, encore une fois. Il faut être capable de comprendre qu'il n'y a pas juste les programmes d'ensemble, qu'il faut des programmes ciblés également. Le temps pour une brève question. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Mme la Présidente. J'ai cru entendre durant son exposé mon collègue dire qu'il y avait un doctorat. Non, c'est pas vrai. Le sens de ma question... Non, je sais bien. Mais le sens de ma question est au niveau des politiques. Il a bien expliqué c'était quoi une politique. Mais quand on parle de programme d'aide sur une industrie qui investit en innovation durant une quinzaine d'années, comment doivent se structurer? On parle pas d'un programme COVID qui est détourné pour soutenir Air Canada, là. On parle d'un programme d'aide. Comment on construit un programme d'aide pour une industrie qui en a besoin pour 15 ans? Merci, Mme la Présidente. Député de Saint-Hyacinthe-Paga, à peu près 30 secondes pour répondre. Bien, 15 secondes, vous avez dit? 30 secondes, OK. C'est déjà mieux. Je vais essayer d'en prendre 45 max. Donc, bien entendu, c'est une politique qu'il nous faut, puis je veux vous dire qu'à plusieurs égards, c'est une politique qu'il fallait même sans COVID. C'était déjà essentiel. Les exemples que je vous donnais tout à l'heure, verdissement, recyclage, entretien, aide en liquidité, prêt, soutien à recherche et développement. C'est un paquet d'éléments d'une politique d'ensemble. Mais la première chose, c'est dans la vision. Il faut comprendre que c'est un écosystème. Il faut comprendre que c'est une industrie stratégique. Il faut de l'aide financière, mais ça ne suffit pas. Merci.